bien peur que ça nous impacte très fortement. Julienne Jacob, bonsoir, directeur général de l'entreprise Wincorp. Vous êtes expert en commerce international. Vous avez une tech spécialisée dans les jouets. On va voir ce que ça va donner très concrètement de votre côté. Alors, accord, le plus grand accord de tous les temps. Bien sûr. Pour les Américains. Oui, c'est Trump. Précisons. C'est Trump, donc ça ne pouvait pas être autre chose que ça. En plus, comme vous le disiez plus tôt sur un autre plateau, ça permet de détourner l'attention de d'autres scandales. Donc, mais moi, je pense qu'effectivement, l'Europe s'est fait avoir et on est tout content de ça. 15%, on est heureux que ce ne soit pas plus que ça. Donc voilà. Ulrich Bouna, l'Europe a perdu clairement dans le rapport de force ? Disons qu'effectivement, on peut voir ça comme on a évité 30% qui était la menace au 1er août, mais effectivement, on est passé d'une situation pré-Trump à, on va dire, 2-3% de droits de douane de façon générale à 14%, donc voire 15% désormais. Donc effectivement, on a pris plus de 10%, et qui aurait imaginé il y a un an qu'effectivement, on aurait désormais 15% de droits de douane. Mais après, le problème de tout ça, c'est qu'au-delà du déclaratoire de Donald Trump, le diable est vraiment dans les détails. Il faudra vraiment voir dans le détail exactement ce que les Européens... on va y venir et je vais vous dire que les détails, ils font pas plaisir non plus. Oui, mais par exemple... Mais on les a pas tous. Mais on les a pas tous, parce que si on prend par exemple l'exemple des 750 milliards d'achats sur 3 ans de matières premières américaines, et notamment pour l'énergie, quand on regarde par rapport au marché européen, c'est absolument aberrant ces chiffres-là. Donc il est possible que les Européens se soient engagés sur des chiffres mais qui seront peut-être jamais tenus. Mais d'un autre côté, on n'a pas été pris en traite. Ça faisait partie d'une des promesses de campagne. Donc aujourd'hui, on a l'air tout surpris. Mais... Alors, on va y revenir parce que toutes les promesses de campagne, il les a pas tenues quand même. Marjorie Fayon. On peut se dire que ce soir, c'est un big beautiful deal pour Donald Trump. Ça, ok. Maintenant, encore une fois, oui, le diable se niche dans les détails, mais aussi dans la façon dont Ursula von der Leyen justifie aussi cet accord-là. Jusqu'à présent, un élément de langage sur lequel l'Europe avait vraiment résisté, c'était de dire qu'il n'y avait pas de déséquilibre dans sa relation commerciale avec les États-Unis. Je rappelle que l'Union européenne, les 27 tout inclus, c'est le premier partenaire commercial en réalité avec les États-Unis en termes de chiffres, vraiment. Et de ce point de vue-là, Ursula von der Leyen nous dit ce soir, on veut rééquilibrer cette relation commerciale avec nos amis américains. Alors c'est nouveau, c'est intéressant à noter, mais surtout ça justifie la rhétorique qui a été employée par l'administration Trump jusqu'à présent. Si on se remet quelques mois en arrière, on remonte un petit peu le timing et on se dit, OK, pourquoi cette guerre commerciale, cette guerre des droits de douane a été déclenchée? C'était notamment, selon Donald Trump, pour réindustrialiser le tissu productif américain, relocaliser des entreprises, notamment étrangères, aux États-Unis. C'était également pour pouvoir rééquilibrer cette balance commerciale que l'administration Trump et notamment les conseillers de Donald Trump qui ont rédigé une grande partie du fameux Project 25, qui est vraiment la base programmatrice de cette administration américaine, dénonçait avec des langages relativement fleuris, en expliquant notamment que l'Union européenne avait été construite pour venir embêter, je le dis de façon... C'est très poli, mais c'est dans l'idée. Je suis très poli ce soir sur ce plateau, venir embêter les intérêts américains, et c'était pour ces raisons-là, et aussi pour pouvoir dire... Regardez, on rééquilibre cette relation et puis on fait entrer des dollars aux États-Unis, des dollars sonnants et trébuchants. De ce point de vue-là, quand on regarde ce qui a été finalement checké ce soir dans la to-do list de Donald Trump, c'est pas celle de l'Europe qui vient de s'additionner. Il va falloir sortir les calculettes d'ailleurs pour comprendre vraiment ce que recoupe ces 600 milliards de dollars d'investissement européen aux États-Unis, ces 750 milliards là aussi d'achats sur des dépenses énergétiques d'ici la fin du mandat de Donald Trump. Donc le deal est pas forcément du côté de l'Europe ce soir. Alors on va écouter justement ce que dit Ursula von der Leyen et on va y revenir. C'est de liste. Nous avons un accord commercial entre les deux plus grandes économies du monde. C'est un gros accord, un immense accord qui va permettre de garantir stabilité, prévisibilité. C'est très important pour nos entreprises des deux côtés de l'Atlantique. 15% de droits de douane général avec des négociations dures. Je savais que ça allait être des négociations difficiles, mais nous avons une belle issue. Donc une fois de plus, félicitations et un grand merci.
Bon, une belle issue, beaucoup de félicitations, un grand merci. Les réactions ne sont pas au rendez-vous. Le concret ce soir, c'est qu'on était à peu près à 4,5 de droits de douane avant tout ça. Il y a eu 10% qui se sont rajoutés au mois d'avril. Et là, on est content de s'en sortir avec 15%. Alors, et si on sort les calculettes, pour reprendre l'expression de tout à l'heure, c'est-à-dire que on prend 10% en plus par rapport aux 4,8 qui étaient payés avant. Ouais. Et il faut rajouter à ça le fait que le dollar en ce moment est particulièrement faible par rapport à l'euro. Il est à 0,85. Donc ça rajoute une double peine. C'est-à-dire que non seulement il va falloir que les Européens investissent plus aux États-Unis, mais en plus avec un dollar qui vient, si j'ose dire, fouetter l'euro puisqu'il est beaucoup plus faible et qui donc il avantage le commerce américain. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que les 600 milliards d'euros d'investissements qui sont demandés sur le Qui territoire se rajoute au deal. Il y a ces 15% et dans le détail, il y a 750 milliards d'achat énergétique et 600 milliards d'investissements à faire aux États-Unis. Sur les 600 milliards, on a déjà vu des prémices qu'on a vu quelques dirigeants de grandes entreprises européennes défiler dans le bureau ovale à Washington en disant « je vais y aller de 10 milliards, je vais y aller de 20 milliards ». Mais soyons lucides, ce sont autant d'investissements qui ne seront pas réalisés en Europe pour de grands groupes industriels ou de services européens. C'est-à-dire que ce sont des usines, des centres de recherche qui ne seront pas implantés sur le territoire européen à l'heure où l'Europe est en pleine recherche de réindustrialisation et qui vont être implantés aux États-Unis. Bon, si on cherche le petit côté positif du deal aujourd'hui, c'est qu'au moins on sait où on va. Oui, à court terme. C'est un tout petit côté positif, Karine. Effectivement, ce que les marchés détestent, ce que les politiques détestent, c'est l'incertitude. Il y avait la date butoir du 1er août, donc Ursula von der Leyen se dit au moins le 1er août à l'ouverture des marchés financiers, je ne vais pas avoir des bourses qui vont dégringoler. On a vu les coups de yo-yo sur les premières annonces de Trump et des entreprises qui pouvaient perdre une partie de leur valeur en quelques jours parce que justement, les investisseurs n'aiment pas savoir de quoi sera fait demain. Alors justement, Julien Jacob, vous qui êtes directeur général d'une entreprise, donc Wincor, expert en commerce international, vous, comment ça va vous impacter? Plus 15%? Déjà, évidemment, l'incertitude, comme on l'a évoqué, mais il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il y a quelques semaines, on parlait de taxes vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Aujourd'hui, on parle de l'Europe et des États-Unis. Moi, je pense que Donald Trump a véritablement remis l'église au milieu du village dans l'intérêt des États-Unis. Et je pense qu'il va réussir son pari. Je pense qu'il est en train de réussir son pari. Et évidemment, pour tous les biens de consommation, ça a un gros impact. Nos produits vont arriver beaucoup plus chers aux États-Unis, en plus avec les coûts de... C'est-à-dire qu'il va quand même falloir sacrément avoir envie de les acheter, vos produits. Ou alors il va falloir baisser vos marges, mais va bien falloir trouver une solution. Mais il y a des produits qui sont déjà à très faible marge. Donc quand vous margez à 10% ou 15% sur des produits de négoce et que vous arrivez avec 15% de taxes, je pense qu'il vous reste pas grand-chose. Donc du coup, le produit américain devient d'un coup nettement plus compétitif. Et de ce fait, je pense que le pari de réindustrialiser les États-Unis va être réussi. Moi, je le pense très sincèrement. Alors, pour les États-Unis, vous dites réussite, et du côté français, vous dites quoi? Du côté européen, français, c'est une catastrophe. On va perdre. Soyons un peu chauvins, regardons quel impact ça va avoir chez nous. Pour nous, ça va être catastrophique dans tous les cas. Vous avez il y a des industries où les États-Unis représentent 30 à 40% du marché au minimum. Quand vous perdez les 30 ou 40% de votre clientèle, entre guillemets, eh bien, le coût d'achat n'est plus le même. Donc, tout est répercuté, c'est toute la supply chain qui est impactée. Les douanes viennent de faire une étude très intéressante. Le commerce entre la France et les États-Unis, c'est notre deuxième partenaire économique. C'est 14 milliards et demi d'euros chaque année de business entre les deux pays. Selon la direction des douanes, qui est plutôt une maison assez sérieuse, il y a 2000 entreprises françaises qui vont être impactées par cette négociation. C'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont une part de leur chiffre d'affaires très importante, de plus de 10% avec les États-Unis, et dont les marges ne sont pas supérieures à 10%, parce que certains produits de grande consommation, sur des produits industriels, on n'a pas des marges énormes, et qui du coup, avec cette augmentation des droits de douane, vont se trouver en difficulté, et donc risquent de voir une partie de leur chiffre d'affaires réalisé jusqu'à présent sur le territoire américain, purement et simplement s'envoler. Après, on a quand même une courbe d'expérience par rapport au premier mandat de Donald Trump. On avait déjà eu un bras de fer sur les droits de douane, notamment sur les vins et spiritueux entre la France et les États-Unis. Là, ce soir, ce que nous dit Ursula von der Leyen notamment, c'est que pour l'instant, les vins et les spiritueux n'ont pas de statut spécifique dans l'accord qui vient d'être passé sur les 15% de droits de douane. Les spiritueux et les vins sont deux choses différentes. Oui, apparemment, c'est pareil. On split, c'est-à-dire que les spiritueux, ça passe, et les vins, les spiritueux ne seraient pas dans l'accord, et les vins
serait dans l'accord. Juste un chiffre, pour le Bordelais, les exportations vers les États-Unis, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Donc ça veut dire que la bataille du cognac va reprendre, si je vous entends bien. La bataille du cognac et d'autres alcools en règle générale. Ce qui est intéressant aussi dans cet accord, c'est qu'il semble entre guillemets bien ficelé, c'est-à-dire ficelé pour diviser. Par exemple, les Allemands vont y gagner. On voit que côté automobile, ils reviennent à 15%, alors qu'ils étaient quasiment au double ces dernières semaines. Et ça met en avant la fragilité d'une posture unie européenne. D'ailleurs, Berlin s'est félicité de cet accord. C'était toute la complexité, c'est-à-dire qu'effectivement, dans la phase préparatoire côté Union européenne, il y avait des pays qui souhaitaient absolument arriver à un accord le plus vite possible, quitte à faire des concessions majeures, les Allemands, les Italiens, et d'autres pays qui étaient sur une ligne un peu plus ferme, typiquement la France. Et comme par hasard, Rome et Berlin sont ravis ce soir. Oui, mais voilà, mais parce qu'effectivement, si on prend le cas de l'automobile, il y avait 25% de droits de douane sur les automobiles allemandes, donc forcément, évidemment, 15, c'est moins que 25, donc c'est plus avantageux pour eux. Après, il faudra voir, encore une fois, dans la longueur, il faudra voir quel impact ça peut avoir aussi, toutes les concessions faites par l'Union européenne. On va probablement faire rentrer plus de produits américains sur le sol européen. Il faudra voir les conséquences que ça aura. Et juste un petit point quand même qu'il faut juste garder en tête, c'est que effectivement, ça va probablement avoir une conséquence sur la compétitivité des entreprises françaises aux États-Unis, mais ça va aussi avoir des conséquences sur l'inflation aux États-Unis, parce que quand bien même les Américains achètent désormais américains, les produits seront plus chers que ce qu'ils étaient aujourd'hui. Donc du coup, il faudra voir aussi les conséquences que ça va avoir à long terme. Il est possible qu'une partie de cet accord-là soit finalement rétropédalé par Donald Trump à un moment donné si l'inflation augmente. Mais surtout, ça permet de mettre la pression sur celles et ceux qui n'auraient pas encore conclu l'accord avant la date fatidique du 1er août. Puisque pour une fois, on sait que cette deadline, alors que ça a quand même été un feuilleton pendant du mois de janvier de l'investiture de Donald Trump jusqu'à aujourd'hui, on a eu quand même des feuilletons avec plusieurs rétropédalages en matière de timing sur l'entrée en application de ces fameux droits de douane. Là, on a, et c'est ce que nous dit aussi Howard Lutnick, qui est le secrétaire d'État au commerce, qui était sur les négociations en Écosse à Turnberry avec Donald Trump, mais aussi qui s'est exprimé sur Fox News, en parlant au public MAGA et au public trumpiste, en disant non, ces droits de douane à 30% entreront en application dès vendredi, dès le 1er août. Ça veut dire que là, aujourd'hui, en termes d'accords passés effectifs, on a le Vietnam à 10%, le Japon à 15% de droits de douane, le Royaume-Uni qui aussi est arrivé à 10% et qui est ravi d'être arrivé à 10%, qui du coup est très content de voir que son voisin européen est remonté à 15%. Sauf que ça met quand même la pression sur la Corée du Sud, sur le Mexique et sur le Canada, qui eux, pour l'instant, n'ont toujours pas trouvé d'accord, alors que c'était les premiers à être visés, à être rentrés dans des négociations à de multiples inconnus, si j'ose dire. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'exemple du Canada, par exemple. Le Canada a pu revenir dans la négociation parce qu'ils ont abandonné une loi qui devait entrer en application sur la taxation des services numériques américains. Ils ont rétropédalé sur cette question-là pour pouvoir revenir dans le jeu de la négociation. Moi, ma question ce soir, parce que, encore une fois, cet accord à 15% avec l'Union européenne, il y a de multiples inconnus là aussi dans l'équation. Est-ce qu'on a rétropédalé sur une partie de la régulation numérique? Je rappelle qu'on est dans un moment qui est assez particulier de ce point de vue-là, puisque on a notamment l'AI Act, qui est vraiment la première législation et régulation mondiale de grande ampleur sur l'intelligence artificielle qui a été passée par l'Europe, qui entre par étapes en application jusqu'en 2027. Et là, le 2 août, il se trouve qu'on monte dans un nouveau cycle de mise en application, et notamment sur ce qu'on appelle le code de bonne conduite, qu'une grande majorité de producteurs d'intelligence artificielle américaine ont signé, sauf Meta, qui hurle devant l'Europe en disant que l'Europe prend vraiment la pire des décisions en matière et d'orientation en matière d'intelligence artificielle. Sauf que cette semaine, avant d'aller en Écosse jouer au golf et faire des négociations, Donald Trump annonçait la nouvelle stratégie américaine sur l'intelligence artificielle. Et là-dedans, il n'est pas question de régulation, il est question d'investissement, il est question d'énergie, notamment sur le nucléaire. On va aller voir Denis Jacquet qui nous attend, entrepreneur français installé à New York. Denis Jacquet, c'est 15% pour l'Europe et forcément, côté américain, on crie victoire. Oui, alors d'abord bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez eu la gentillesse de m'inviter régulièrement depuis le début de l'arrivée de Trump, enfin je me souviens que souvent sur les plateaux on disait finalement les décisions de Trump vont finir par se retourner contre lui, il va y avoir un effet boomerang, c'est erratique, il va un pas en avant, un pas en arrière. Bon, au final, moi j'avais un avis différent en pensant que tout ça, c'était une attitude assez entrepreneuriale que nous, entrepreneurs, on comprend assez bien en disant j'essaye un truc, ça marche pas, je recule, je fais un pas de côté, je réavance. Et grosso modo, c'est l'adaptation qu'on attend d'un entrepreneur. Je disais finalement, ce qui nous paraît erratique est juste une attitude différente qui n'est pas celle d'un politique. Et au final,
vraisemblablement, c'est lui qui aura raison, parce qu'il parle d'une seule voix, pendant que nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les 27 acteurs, avec des intérêts extrêmement divergents, des états de l'économie très divergents, ne serait-ce qu'entre l'Allemagne et la France. On ne peut pas mettre d'accord des gens qui sont dans une situation catastrophique en France et encore relativement costaud en Allemagne et les faire avancer d'un truc. Donc je pense que Trump voulait une chose, mais ça depuis toujours, c'est avoir une posture. Hein. Il a annoncé un accord historique avec le Japon. Bon, c'est un accord, c'est aussi un accord plutôt assez favorable. C'est pas non plus historique, mais il aime l'annoncer, le claironner de façon assez forte. Donc, ce qu'il veut, c'est une posture médiatique de communication. Donc ça, il va pouvoir plastronner assez sévèrement sur l'Europe. Mais la deuxième chose, un de vos intervenants le répétait tout à l'heure, et je crois que c'est vraiment important. Je le disais aussi il y a 3-4 mois quand j'ai commencé avec vous sur ce plateau en disant l'objectif, c'est pas de protéger les États-Unis d'une muraille ou d'une ligne Maginot à l'américaine, c'est vraiment de pousser les acteurs du monde entier à venir investir aux États-Unis. Et de ce point de vue-là, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une réussite et qu'une réussite qui s'accroît chaque jour. Donc, tout à l'heure, quelqu'un disait c'est autant d'argent qui ne va pas s'investir chez nous. Je vous rappelle quand même, je continue à lire la presse française dans les Échos il y a quelques semaines, qui rappelait que l'accélération de la désindustrialisation de la France était toujours aussi forte. Donc on continue à désindustrialiser. Donc ça n'a pas arrangé beaucoup nos affaires. Et puis surtout, on sentait bien aussi cette petite musique. Déjà, le Japon, ça a imprimé un premier ticket d'entrée. Et puis on voyait que la Chine, vous avez vu que les Chinois, les véhicules chinois ont triplé de part de marché en France ces 15 derniers mois. Donc on voyait que la Chine était en train de s'emparer de l'opportunité pour envahir encore un peu plus l'Europe. Et l'Europe était vraiment coincée entre une incapacité de parler d'une voix, une mésentente entre ces acteurs, la Chine qui commençait à profiter du jeu, qui a montré une forme de mépris il y a quelque temps sur la façon dont ils ont été traités sur les négociations. Donc là, Trump avait une espèce de tapis rouge. Van der Leyen est venue dire qu'elle félicitait quand elle dit « congratulations ». Je veux dire, elle doit à l'intérieur d'elle-même dire « je le félicite de m'avoir totalement démonté ». Donc du coup, voilà, je pense que sans surprise, progressivement, Trump va obtenir ce qu'il voulait, une victoire de communication, une victoire sur la réindustrialisation, et pendant qu'effectivement, et pour finir avec ça, vous le rappeliez, madame le rappelait tout de suite, sur l'IA, la seule chose qu'on sait se faire, comme sur le digital, c'est de réguler. Denis Jacquet, je vais revenir vers vous, on va réagir en plateau à ce que vous dites. Ronald Athos, ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'Europe ressort perdante aux yeux du monde. Bien sûr, mais c'est tout ce qui est multilatéral en ce moment va mal. C'est un problème. Tout ce qui implique de prendre des décisions en groupe, en général, on est rarement fort. C'est pour ça que les États-Unis ont toujours recherché les relations bilatérales. Je pense à la Cour internationale la Cour pénale internationale. Les États-Unis ont ma femme est roumaine. Le premier pays avec lequel ils ont signé un accord d'exclusion, c'était avec les Roumains, les soldats américains. C'est un lien exactement. C'est très clairement ce qui se produit avec l'Union européenne. C'est très difficile d'arriver à une position commune face à un État comme les États-Unis. C'est une fédération, mais il y a un boss, alors qu'ici, il n'y a pas, c'est pas Madame Van der Leyen qui représente, et tout. Aujourd'hui, tout le monde dit, waouh, super, elle a réussi à faire je crois pas. Pas de réaction du côté de la présidence française pour le moment, et c'est notable. Franck Bouaziz, on a appris aussi, par exemple, le secteur aéronautique ne serait pas inclus dans cet accord. Bah oui, et pour cause, quand on regarde très précisément, aujourd'hui, un Boeing qui sort des usines de Seattle, il a des moteurs qui sont en partie faits par Safran, une entreprise française. Ou Rolls-Royce, quelque chose. Les instruments à bord pour la navigation, ils sont faits par Thales, ce qu'on appelle l'avionique. Et donc, il y a une nécessité vitale pour l'industrie aéronautique de pouvoir importer facilement non seulement les pièces neuves, mais les pièces de rechange pour les avions, les milliers d'avions, les milliers d'Airbus notamment, ou même de Boeing qui sont en service aux États-Unis. Donc, il est évident que ce secteur-là devait être exclu. Donc, ça veut dire qu'on avait quand même les moyens, quelque part, d'entretenir ce rapport de force. Il y a des leviers. Bien sûr qu'il y a des leviers européens. En Europe, il y a des moyens de tenir tête. Ce qu'on appelle le processus de coercition, c'est-à-dire cette sorte d'arme atomique qui consiste à dire, écoutez, vous devez nous chercher, on va vous rendre la monnaie de votre pièce et on va vous sortir de tous les marchés publics européens. C'est une sorte d'arme qui est extrêmement efficace. L'autre arme qui est entre les mains de l'Europe, c'est de dire, écoutez, la plupart des GAFA, les grands du numérique, sont des entreprises américaines.
Pour le moment, on peut pas dire qu'elle paye beaucoup d'impôts en Europe. On va pouvoir sortir le levier fiscal et les imposer de manière beaucoup plus sévère que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Bizarrement, ces deux armes-là, qui peuvent être assez dissuasives, n'ont pas été vraiment mises sur la table. Sauf que le bazooka commercial, on l'a commenté maintes fois d'ailleurs sur ce plateau, on en parlait dès le mois de février-mars en disant il y a ce dispositif qui est en effet prévu par les textes européens, pourquoi est-ce qu'on ne le déclenche pas? Allons-y, essayons de frapper fort. Quant à la taxation du numérique, on en parlait là à l'instant avec l'exemple de l'intelligence artificielle. Encore une fois, moi, ma question ce soir, c'est de savoir quelles sont les concessions qui ont été faites par l'Union européenne et par la Commission en l'occurrence pour réussir à obtenir ce deal-là que visiblement l'Europe juge bon pour l'instant. Pardon, mais on est très, très dépendant quand même des services informatiques américains. Oui, si on décide de... Enfin, attendez, on est dépendant, mais de l'autre côté, l'Europe représente pour Google, Apple, Facebook, etc. un marché dont ils ne peuvent aujourd'hui se passer, sachant que, par exemple, la Chine est un marché qui leur est fermé. Oui, clairement, mais quand 80% par exemple des entreprises européennes, que ce soit des PME, des ETI ou que ce soit des grands groupes, sont dépendants du cloud américain, à 80% d'entre elles, on a quand même un souci de techno-dépendance de ce point de vue-là. Après, ouais, juste un point peut-être pour essayer de minimiser un petit peu par rapport aux Européens. C'est très compliqué de s'entendre à 27, mais c'est surtout quand on regarde les autres pays, le seul pays qui ne s'est pas couché, en fait, c'est la Chine. Mais la Chine, parce qu'elle a une capacité de résistance. Alors la Chine ne s'est pas couchée et le Royaume-Uni a mieux négocié, c'est un fait. Oui, non, mais ce que je veux dire oui, malgré tout, il y a quand même un certain nombre de concessions faites par Keir Starmer. Et puis bon, il y a une relation spécifique entre Washington et Londres. Mais pour le coup, en fait, le seul pays au monde qui, pour l'instant, a décidé de tenir tête parce qu'ils ont un certain nombre d'armes derrière, c'est la Chine. Et il faudra voir ce que ça donne pour les Chinois. Pardon, excusez-moi. Oui. Quand on dit que la Chine ne s'est pas couchée, il y avait des centaines de kilomètres de containers qui attendaient de partir des ports de Chine. Donc, il y a ce qu'on voit derrière la télévision et il y a aussi ce qui se passe sur place. Je peux vous dire, travaillant avec la Chine au quotidien, quand il y a eu les fameuses discussions entre les États-Unis et la Chine était toutes les usines de Chine étaient carrément à l'arrêt. Au port, dans tous les ports de Chine, il y avait des kilomètres et des kilomètres de containers qui devaient partir vers les États-Unis, qui ne partaient pas. Parce que les clients finaux ne les mais quand la Chine a mis un embargo sur les terres rares, ça a quand même forcé Donald Trump à revenir à la table des négociations. Les négociations sont reportées de 90 jours, donc on voit bien quand même que la Chine a des moyens de puissance relativement importants de faire pression sur Washington, ce qui explique cette posture plutôt partielle. Il y a deux choses intéressantes. Tout d'abord, côté Trump, forcément, là c'est une victoire. Il avait beaucoup promis pendant sa campagne, il avait dit aux Américains, jamais vous serez aussi riches, jamais vous aurez les poches aussi pleines d'argent. On le sait qu'il est empêtré depuis début juillet plus que jamais dans cette affaire Epstein. Ça fait une belle victoire, ça fait une belle diversion aussi à offrir à son socle. Bien sûr, c'est ce que je vous disais, j'ai commencé avec cette histoire-là. Je pense que c'est aussi, encore une fois, il y a tellement de casseroles que c'est vrai que c'est une belle victoire. Pour lui, clairement, on se fait avoir. Si je voulais être vulgaire en anglais, je reprendrais les mots avec... c'est un lien avec les vices. Donc, on se fait avoir. Et puis, on est relativement content. Moi, c'est ce qui me rend malade. C'est ce qui me rend malade. Il y avait aussi, ne l'oublions pas, un enjeu budgétaire. C'est-à-dire que quand ce deal est passé avec l'Union européenne, ça signifie pour les États-Unis des recettes fiscales de droits de douane supplémentaires très très importantes qui vont permettre de financer la politique de baisse des impôts par ailleurs qu'il a mis en avant dans sa campagne. Donc il avait une pression fiscale. Et qui vient d'être voté par le Congrès américain par ailleurs dans la Big Beautiful Bill. Mais la dette américaine, c'est un non-sens de baisser les impôts parce que la dette, elle est monstrueuse. C'est ce qui est un vrai problème. Et il ne s'attaque pas réellement à la dette avec... Mais le résultat de tout ça, c'est que l'entrepreneur, les entreprises françaises, d'une certaine manière, vont financer les baisses d'impôts aux États-Unis. Oui, et que ça va avoir un effet négatif sur la croissance française qui déjà se porte pas très bien. Mais il y a aussi une victoire électorale là-dedans. Il l'a évoqué durant sa campagne et aujourd'hui on se rend compte qu'il est en train, au fur et à mesure, d'essayer d'appliquer à la lettre tout ce qu'il avait promis par rapport notamment à tout ce qu'on entend à gauche à droite sur les autres actualités. Donc je pense qu'il y a aussi, en termes de timing, une bataille électorale à remporter. Alors, si on parle de timing, il va falloir dérouler tout le timing jusqu'à novembre 2026, qui sont les élections de mi-mandat. Or, les primaires, la bataille des primaires qui commence à être dans les starting blocks en l'occurrence, elle démarre réellement au mois de septembre. C'est-à-dire que de septembre 2025 à novembre 2026, vous allez voir des candidats
démocrates, républicains, peut-être indépendants si Elon Musk arrive à mettre sa menace d'un troisième parti américain à exécution et à financer des candidats face aux candidats trumpistes dans certains districts, que ce soit pour la Chambre des représentants ou pour le tiers du Sénat qui sera renouvelé en novembre 2026, ça commence dès le mois de septembre. Il faut qu'en septembre, il y ait des victoires claires à annoncer et à pouvoir compter du côté de la Maison-Blanche. Mais surtout, il va falloir jouer avec un décalage en matière de sens du timing dans les effets de cette guerre tarifaire et de cette guerre des droits de douane. Si on se redit en langage économique que les effets de cette guerre tarifaire vont commencer à se faire sentir sur l'économie américaine et donc sur les consommateurs américains dans quelques mois, est-ce que, petit temps, ça nous amène au mois de novembre, au mois de décembre, pour Thanksgiving et Noël, au moment où les ménages américains vont faire leurs courses, justement, de fête de fin d'année, et vont peut-être se souvenir d'une phrase de Donald Trump qui date d'il y a quelques mois en disant, bon, il n'y aura peut-être pas 22 poupées sous le sapin, mais il n'y en aura peut-être que 2. C'est une bonne question. Est-ce qu'on va acheter 2 poupées, notamment les poupées de Juliane, par exemple, ou est-ce que ça va mettre un petit peu plus longtemps? Il va y avoir un décalage de temps dans ces effets, et ça se passera après les élections de mi-mandat. Et une de mes questions, du coup, c'est combien de poupées il y aura sous le sapin français? Parce que, en même temps, les effets vont se faire sentir aussi sur l'économie française au bout de combien de temps? Les effets peuvent se faire sentir assez rapidement. Prenons l'exemple des 2000 entreprises dont on parlait tout à l'heure. Elles ont un carnet de commande sur les États-Unis. Demain, elles prennent 10% de droits de douane en plus. 2 solutions pour elles. Elles augmentent leur prix de 10% en plus pour encaisser les droits de douane. Elles ne sont plus compétitives face aux produits américains. Elles baissent mécaniquement de 10% leur prix. Elles vont peut-être couvrir à peine leur prix de revient, vente à perte. Donc si elles se mettent à vendre à perte, ça veut dire qu'elles vont progressivement se mettre en danger. Donc ça veut dire à terme de la possible destruction d'emplois sur le marché français. Il y a une phrase il y a eu une déclaration qui peut-être passait un petit peu inaperçue, mais le PDG d'LVMH, Bernard Arnault, en présentant ses résultats semestriels qui ont chuté de 22%, son bénéfice net, a dit, avant même que l'accord soit conclu, il serait stupide, je résume, qu'on file dans une guerre commerciale, nous avons besoin d'un bon accord. Donc quand le premier opérateur de luxe mondial est inquiet face à une éventuelle guerre commerciale avec les États-Unis, on peut imaginer ce que ça signifie pour les entreprises de taille beaucoup plus modeste, qui n'ont pas la même trésorerie ni les mêmes réserves, quant à un marché américain beaucoup plus difficile d'accès. Surtout qu'il produit aussi au Texas. Absolument. Donc, Et surtout que ça concerne aussi le luxe. Donc c'est beaucoup moins sensible que des biens de consommation qui sont au centime près. Enfin, un produit, parce qu'il y a une élasticité. Les les 10% de droits de douane sur un sac à 3 000 euros semble... On le vend $1 800 ou $1990, enfin, je pense pas que ce soit très important. Mais là, côté français, il va y avoir quand même un double impact. C'est-à-dire, si on est obligé, en Europe, d'importer plus de produits américains, que ce soit des produits agricoles ou autres, qui jusqu'à présent, pour des questions de normes, puisque c'était aussi ça, n'avaient pas accès à notre territoire. Et si, à l'inverse, nos produits phares, entre guillemets, que ce soit tout ce qui est issu de la viticulture ou autre, est surtaxé, forcément,